Bonsoir à tous et bienvenue à cet entretien. Il était devant les députés à l'Assemblée nationale à Porto Novo le 29 décembre 2020 pour délivrer son 5e et dernier discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État, Patrice Talon, a sacrifié à la tradition à travers un discours bilan, surtout futuriste, avec de bonnes perspectives pour l'avenir d'un Bénin radieux qui tient selon lui le bon bout dans tous les domaines depuis 2016. Dans l'entretien de ce soir, nous ferons un décryptage de ce discours de Patrice Talon, un discours dans lequel il a rappelé les réalisations à mettre à l'actif de son quinquennat et des réformes à opérer pour les prochaines années. Et pour cet exercice, je reçois Roch Niaoui David, professeur d'université et doyen de la faculté de droit et des sciences politiques FADESP à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir professeur. Bonsoir Patrick. Bienvenue sur ce plateau et merci d'être avec nous. Merci. Après avoir suivi le discours, le dernier d'ailleurs, du chef de l'État sur l'état de la nation, avez-vous aujourd'hui le sentiment d'avoir suivi un discours qui fait un bilan reflétant effectivement les résultats accomplis en 5 ans? Alors, la réponse qui vient tout de suite, elle est affirmative. C'est normal que après 5 ans, le président de la République revienne devant les députés pour leur dire, voilà le bilan que je vous présente. Ce bilan, il est glorieux, il faut le dire. Ce bilan, il est positif à tout bout de champ. Ce bilan, c'est un bilan qui décrit les avancées dans le sens du développement de la nation. Donc, je trouve, en tout cas pour ma part, personnellement, que ce discours qui a été prononcé a traduit parfaitement ce que le président a engagé comme processus, réforme dans tous les sens, et me satisfait moi. Dans ce discours, quelle phrase vous a le plus marqué? Quelle phrase m'a marqué? Il y a beaucoup de phrases, c'est sûr. Mais c'est sûr que quand on regarde très près, le président est revenu un peu sur tout ce qui est infrastructure et a promis que sur le plan social, que des choses vont être, comment dit-on, vont se booster en quelque sorte. Je me mets un peu dans ce sens pour dire que quelque part, c'est un satisfecit. Pas forcément une autosatisfaction que le président est en train de présenter, mais pour dire voilà les éléments de vérité par rapport à l'état du développement de la nation béninoise. Dans son discours, le chef de l'État a dit que le Bénin se porte mieux qu'il y a 5 ans. Qui plus est, le Bénin tient le bon bout dans tous les domaines. En tant qu'enseignant universitaire, quelle réflexion vous inspire ces propos du chef de l'État? Je dirais même que le Bénin se porte très bien. Il se porte tellement bien qu'on a envie d'être béninois. On a envie, alors qu'on est étranger, de venir au Bénin pour dire « mais ce pays est en train de changer. Regardez, sur tous les plans, nous avons quasiment une formule mathématique que j'ai sortie la fois dernière, ça fait sourire certains. On a 5 ans qui dépassent les 55 ans qui ont été, n'est-ce pas, ce temps de mandat de certains présidents. Je ne dirais pas que rien n'a été fait, mais les 5 ans qui sont passés ont démontré parfaitement que le Bénin a été, ou le Bénin est un pays qui est en train d'avancer formidablement. Je suis de ceux-là qui sont satisfaits, de ceux-là qui estiment qu'il faut poursuivre pour que le Bénin fasse véritablement dans le monde entier, démontre dans le monde entier que c'est un pays exceptionnel et qui peut peut-être tirer encore les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays de l'UEMOA. Quand le chef de l'État affirme que le Bénin se porte mieux qu'il y a 5 ans et qu'il va plus loin, il affirme également que le Bénin tient le bon bout dans tous les domaines et que Roch Niaoui David sur ce plateau affirme que le Bénin se porte très bien. Et quelles sont les réformes qui sont remarquables et qui vous amènent à affirmer que le Bénin se porte très bien?
Alors, je vais rester strictement au plan économique et plan social et puis tout le reste pour parler de développement de façon globale. Mais je dirais 2 mots sur les réformes politiques parce qu'il fallait partir de là. Sans réforme politique, il n'y a pas de réforme économique, il n'y a pas d'avancée. Parce que vous devez mettre en place des tests qui permettent de dire à un moment donné, voilà ce sur quoi on doit se baser pour évoluer. Alors, on laisse de côté tout ce qui est réforme politique, système partisan, etc., etc., la modification de la Constitution, on laisse ça de côté. Mais au plan développement, regardez un peu ce qui se passe. Quant aux infrastructures, les routes, il n'y a pas commune mesure. On ne peut pas dire que le Bénin n'a pas amorcé un développement dans ce domaine et qui permettrait demain aujourd'hui de rallier toutes les villes, de permettre une production parce que je peux me déplacer plus facilement, je peux être plus productif, je peux amener un peu plus de richesse dans mon pays. Alors, sur le plan des infrastructures, pas de commentaire. Sur le plan de l'électricité, on a atteint aujourd'hui 50% de notre capacité de consommation. Et le président dit, dans 2 ans, nous aurons les 100%. C'est formidable. Nous prenons l'accès à l'eau. 2 Béninois sur 1, ou sinon 3 sur 4, ont accès à l'eau. C'est formidable. Vous avez dans le domaine de la santé tout ce qui est en train d'être mis en place. Vous avez l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi et les mesures, même Covid, qui ont été mises en place, qui ont permis quelque part de contenir la maladie. Oui. Il faut le mettre sur le sol, le plan à l'actif, sur à l'actif du développement économique, social et puis tout le reste. Voilà. Et vous disiez tantôt, vous avez évoqué l'aspect de l'énergie électrique. Oui. Patrice Talon l'a rappelé dans son discours que l'autonomie en énergie électrique sera une réalité dans 18 mois. Selon lui, les centrales béninoises produisent aujourd'hui plus de la moitié des besoins du pays. Que représente un tel constat dans le bilan du quinquennat quand on parle de l'énergie électrique? C'est un bilan glorieux par rapport à l'électricité. On a connu au Bénin combien de fois il y a eu de délestage. C'est vrai que ces temps-ci, là, il ne faut pas le nier, il y a quelques petits délestages, mais je considère que c'est un système de réglage qui est en train d'être mis en place et surtout qu'il y a encore des activités autour de ces sites qui produisent l'électricité. Ce n'est pas grand-chose, mais aujourd'hui, on doit se satisfaire de ce qui a été fait et donc que l'on ait l'électricité 24 heures sur 24 pour permettre aux entreprises de pouvoir travailler, de pouvoir produire, c'est formidable. Ça, c'est à l'actif du président de la République. Est-ce que oui, David a la certitude que tous les Béninois ont l'électricité? Vous le confirmez? Avoir l'électricité, cela ne veut pas dire qu'il faut rester chez soi et dire l'électricité va venir. Il y a toute une procédure qu'il faut mettre en place. Disons peut-être qu'à un moment donné, l'électricité va coûter très moins cher. Mais il faudrait qu'on en produise assez pour permettre la distribution à un coût véritablement accessible à tout le monde. Mais actuellement même, je dirais, quand on regarde le coût de l'électricité dans la sous-région, ce n'est pas un coût exorbitant pour la poche, pour les moyens, les salaires des uns et des autres. Non. Je me permets de vous reposer la question. Quand on va certainement à Kopargo ou à Gogounou, dans la partie nord de notre pays, est-ce que les citoyens auront le même regard que vous? Ils auront le même regard parce qu'il y a l'électrification rurale qui arrive et qui est en train d'être mise en place avec la construction, ou du moins, la construction de centrales solaires dans ces zones-là. Ça va venir progressivement. D'ailleurs, il y a un effort énorme qui se fait. Et donc, d'ici 18 mois, comme le président l'a dit, je crois que ce serait quasiment une manière d'applaudir pour dire on a la lumière partout. D'ailleurs, il y a des zones qui applaudissent déjà. En 5 ans, avez-vous l'impression que le Bénin n'est plus un pays très pauvre, comme l'affirme le chef de l'État? Le Bénin n'a jamais été un pays pauvre en réalité. C'est parce que nous ne savons pas jouer sur un certain nombre de paramètres. Un État, je vais dire, de façon globale, n'est pas pauvre.
un État a les moyens de faire face à un certain nombre de situations. Le Bénin, à un moment donné, n'a pas su gérer ses ressources. Le président Talon l'a compris, il a si bien compris qu'il dit, mais voilà les éléments sur lesquels nous allons jouer pour gagner quelque part la richesse au Bénin. Le Bénin n'est pas un pays pauvre, le Bénin est un pays potentiellement riche, mais malheureusement jusque-là, on n'a pas su jouer avec les éléments, les paramètres qui permettent de créer cette richesse. Il faut donc dire que le président Talon a compris et que progressivement, nous voyons que le Bénin a changé de catégorie, de catégorie d'ailleurs, oui, et oui. Puis par rapport au développement qui est amorcé, je suis certain que nous allons redevenir le Bénin quartier latin, et ce serait également le quartier le plus modernisé peut-être de l'Afrique. Et quand vous parlez de quartier latin, on pense très tôt à l'éducation, parce Absolument. Que c'est l'éducation qui fait le socle du développement. Le discours du chef de l'État n'a pas éludé la question cruciale de l'éducation, dont il paie les mots en ces thèmes. Vous me permettez, notre système éducatif forme la plupart de nos enfants au chômage et n'offre pas à notre économie la main-d'œuvre qualifiée dont elle a besoin pour se développer et créer de la richesse. Quelle est la réaction de l'enseignant que vous êtes face à ce constat que fait le chef de l'État? C'est une vérité pure. C'est une vérité qui fait mal, mais c'est une vérité qu'il faut accepter. Je prends le cas de la FADESP. En troisième année de droit privé, les étudiants sont au nombre de 1800-1700. Ils sortent avec une licence en droit privé, mais dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Rien du tout. Ça veut dire que nous avons des jeunes qui ont un diplôme et qui sont en attente et qui ne peuvent même pas servir le marché immédiatement. Parce qu'avoir une licence en droit privé, je ne vois pas ce que l'on peut faire au plan industriel, au plan de l'artisanat, au plan agricole, je ne vois pas. Donc ça, c'est une réalité que je suis en train d'évoquer tranquillement. Vous voulez dire que le choix a été mal fait? Non, ce n'est pas que la FADESP ne doit pas exister. Ce n'est pas un choix qui a été mal fait. Il y a eu, je dirais, toute une formation ou un ensemble d'offres qui sont là. Nous allons les gérer progressivement. Mais ceux dont le Bénin a besoin, ce sont des gens qui sont bien formés et qui doivent servir l'économie, qui doivent servir dans un domaine déterminé. Des acteurs du tissu économique. Exactement. Et quand on a par exemple dans le domaine agricole des gens capables de gérer, quand on a dans le domaine artisanal des gens qui peuvent créer, quand on a dans le domaine industriel des gens qui peuvent par exemple, parce qu'ils ont une connaissance pointue, je crois que comme la Chine ou comme les États asiatiques, le Bénin va faire, comment dit-on, quasiment peau neuve et va, et comment ça s'appelle, créer, je dirais, l'étonnement. Vous étiez en train de donner tout à l'heure l'exemple de l'université, vous avez donné le cas pratique de la FADESP. Quand on prend le rôle du savoir, est-ce qu'il y a eu des réformes pertinentes et nécessaires pour faire de l'université, pour amener l'université à jouer véritablement? Les réformes sont progressives, elles sont progressives. Il a fallu d'abord revoir la carte universitaire. Cela a été vraiment l'élément premier qu'il a fallu donc gérer. Ensuite, vous voyez un peu dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, ce qui a été fait en mettant l'accent sur, je dirais, la compétence des professeurs et des maîtres, ceux qui ne sont pas, je dirais, aptes à faire ce métier, qu'ils se disent quand même que, bon, on peut aller faire autre chose. Donc, il faut assainir le milieu des enseignants, assainir en termes de mise en disposition de l'éducation de façon globale les infrastructures qu'il faut. Oui. Et ensuite, vous avez le Conseil national de l'éducation qui a été mis en place. C'est quelque chose, une institution qui va permettre de dégager un certain nombre de règles en termes de gouvernance, en termes de gestion, par exemple, de tout ce qui est éducation dans les 3 ordres d'enseignement. Ce serait une manière, je dirais, de poursuivre l'œuvre du président de la République en termes de modification, changement, réforme dans le secteur de l'éducation. Et quand on reste dans le secteur de l'enseignement supérieur, je veux toujours parler de l'université d'Abomey-Calavi. Est-ce que cette université dispose aujourd'hui d'infrastructures et d'enseignants pour la formation afin de mieux accomplir sa mission? Je dirais que l'université a évolué.
l'université de 70 à 2020, oui, il y a eu beaucoup d'évolutions. Nous avons des infrastructures qui sont là et qui permettent de dire aujourd'hui qu'on peut faire face à un certain nombre de formations. On peut assurer des formations, comment dit-on, en présentiel. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on aurait bien souhaité qu'il y ait encore davantage d'infrastructures et que des formations soient plus pointues par endroit. Et quant aux enseignants, oui, c'est vrai qu'il y en a peut-être de façon pléthorique dans certains domaines, et il y en a très très peu dans d'autres domaines, donc il va falloir faire une certaine adaptation et puis donc recruter ceux qui sont utiles et nécessaires dans des domaines pour lesquels on veut aller vite. Oui. Et puis voilà, le président a vu juste, je crois que ça se fera et ça viendra. Le chef de l'État a vu juste et veut aller loin, et il a affirmé qu'il y aura des réformes dans le système éducatif, notamment nous allons passer aux établissements de formation technique, de formation pointue. Vous le disiez tout à l'heure, est-ce que le chef de l'État a raison de l'affirmer, de le vouloir, Bien sûr. L'enseignement général, ça conduit à quoi? Je prends encore l'exemple du droit. La licence en droit privé ou la licence en droit public. C'est vrai, c'est des étudiants qui ont une certaine connaissance. Mais immédiatement sur le terrain, dans le tissu économique, ça sert à quoi? S'ils ne sont pas peut-être dans l'administration quelque part, c'est peut-être dans des cabinets d'avocats, dans des cabinets de notaires en tant que collaborateurs, etc. Mais ça ne permet pas de créer tout de suite la richesse. Je crois que c'est quand la richesse est bien créée que, par exemple, les juristes peuvent venir davantage peut-être permettre le contrôle et puis, je sais pas, enfin, je trouve que l'enseignement général ne suffit pas. On en a trop fait. Il faut aller à des enseignements plus techniques, plus pointus, et qui vont démontrer que nous avons de la compétence dans un domaine bien déterminé et que cette compétence peut être vendue à l'étranger. Que devons-nous faire aujourd'hui pour améliorer et renforcer les acquis du quinquennat? Améliorer et renforcer les acquis du quinquennat, c'est d'abord la conviction. La conviction que nous avons amorcé quelque chose d'extraordinaire. La conviction que ce qui est fait aujourd'hui par rapport au bilan, il faut le prendre comme quelque chose sur lequel il va falloir bâtir davantage et donc tout simplement éviter, je dirais, les critiques qui ne permettent pas la construction. Des critiques parce qu'on n'est pas là, parce que quelque part, les intérêts ne sont pas les mêmes, on ne voit rien de positif. Non, le Bénin a changé. Le Bénin s'est transformé. En 5 ans, le Bénin est devenu un autre pays. Et sur ces acquis du quinquennat, il va falloir bâtir encore plus grand, plus fort et plus loin. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, FADESP, à l'université d'Abomey-Calavi. Vous n'êtes pas économiste, mais je voudrais vous faire opiner sur le secteur économique. Patrice Talon l'a dit, on a connu des performances qui ont tendance haussière et résiliente. Quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que vous avez constaté des améliorations, des performances dans le secteur économique? S'il n'y avait pas ces performances, on ne serait pas en train de dire qu'il y a des infrastructures quelque part. S'il n'y a pas de performance, on ne serait pas en train de dire que sur le plan de développement économique, on est en train d'évoluer. Donc, il a fallu, ou du moins, il faut créer la richesse. Oui. Et pour créer la richesse, c'est qu'il faut travailler. Ce que le président Talon a compris. Vous avez aujourd'hui, par rapport à un certain nombre de domaines, quand vous prenez, on l'a si bien dit, le revenu des personnes qui travaillent, oui, la santé, l'éducation, oui, le tourisme, etc., vous voyez qu'il y a un bon qualitatif. Ce bon qualitatif est dû à quoi? On n'a pas croisé les bras pour que cela arrive. Donc, il a fallu créer les conditions pour qu'il y ait cette croissance. Mais c'est vrai, la croissance n'est pas le développement, mais la croissance doit soutenir le développement. Et quand on crée de la richesse, parce que nous avons des impôts sur lesquels nous sentons en tout cas heureux de payer bien sûr ces impôts. Quand on paye ces impôts, ça va servir à tout ce qui est social, à tout ce qui est économique. Je crois que c'est un travail méthodologique qui a été mis en place et qui aujourd'hui, sur le plan économique, démontre parfaitement que le Bénin sait
où trouver la richesse. Le Bénin sait comment capter la richesse. Le Bénin sait comment capter les investissements. Et le Bénin sait comment utiliser ces investissements et toute cette richesse pour le bonheur des Béninois. Je voudrais qu'on parle perspective pour les années à venir, notamment dans 2 domaines clés, le domaine de la santé et le domaine de l'emploi, le plein emploi. De quelle réforme les Béninois ont-ils besoin au plan sanitaire? Au plan sanitaire, le problème est très simple. Il faut qu'il y ait cette couverture médicale universelle. Ce que l'on est en train de faire à travers l'Arche. Oui. Et que ça continue, que ça impacte tout le monde. À un moment donné, que quand on est malade, on se retrouve à l'hôpital, on est vite soigné, on est bien soigné, on revient à la maison. Et ce qui permettra de faire avancer l'espérance de vie de toute façon. Tout à fait. Et donc, dans ce domaine-là, c'est clair, il y a déjà des éléments qui sont là qui permettent de dire on va pouvoir booster davantage le domaine de la santé large et puis la construction de l'hôpital de référence. Oui. Mais également, je dirais la formation de médecins pointus dans des domaines déterminés. Ça va venir progressivement. En tout cas, aujourd'hui, je tire d'ailleurs un coup de chapeau au secteur privé en termes médical, parce que quand vous allez dans certaines cliniques, vous voyez que vraiment le travail qui se fait est exceptionnel. De même, dans le secteur public, parce qu'il y a eu ce compartimentage qui a été fait, vous voyez les gens qui sont plus aptes et plus prompts à soigner sérieusement. Donc, dans ce domaine, voilà ce qu'il faut faire. Ensuite, dans le domaine de l'emploi. De l'emploi. Le plein emploi. Oui, il ne faudrait pas qu'on se leurre. De temps en temps, on doit se dire la vérité. Le président dit la vérité, ce qui fâche certaines personnes. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'on va donner l'emploi à tout le monde. Ce n'est pas possible. Il faudrait que soi-même, on ait la conviction que l'on peut créer quelque part le travail et qui va procurer, qui va générer des ressources. Vous êtes en train de parler de l'auto-emploi. Absolument. Est-ce que les conditions sont... C'est pas une question de conditions, c'est d'abord une question de volonté. Et quand vous avez cette volonté, il y a l'accompagnement qui va suivre. Le secteur public ne peut pas engager tout le monde. Le secteur privé ne peut pas engager tout le monde. Donc il faudrait qu'il y ait de l'auto-emploi quelque part. Et quand on compare ce qui se passe au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali ou encore au Sénégal, nous avons les mêmes problèmes, nous gérons les mêmes problèmes. La question de l'emploi est une question, je dirais, presque universelle pour les États africains parce que nous n'avons pas encore les moyens de réussir parfaitement. Mais ça va se faire. Venir. Et ça va se faire. Se démarquer, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Bénin va se démarquer d'abord par les formations les plus pointues, par l'auto-emploi et par la création de ce que moi j'appelle les contrats, enfin le travail précaire, parce que ça permet à certaines personnes de s'employer, ne serait-ce que pour un temps, pour acquérir une expérience et ensuite continuer plus tard. Vous parlez de l'emploi précaire. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Je mets dans l'emploi précaire, c'est l'emploi précaire. Oui, parce que on ne peut pas, tout le monde ne peut pas avoir un emploi comment dit-on, à plein temps. C'est pas possible. L'emploi décent, c'est encore une autre question. La précarité que j'envisage ici, c'est le fait que on n'a pas un contrat de 8 ans par exemple. C'est juste un contrat de 3 mois, un contrat d'1 mois à durée déterminée et qu'on utilise pour avoir une certaine formation, une certaine expérience et continuer davantage dans d'autres domaines. C'est un peu un contrat d'activité. On n'y peut rien. Tous les pays font ça. Tous les pays passent par là. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens à la maison. Donc, vous pensez qu'on peut gérer le problème du chômage avec cette option que vous proposez? C'est une option. C'est une option qui permet de récupérer un grand nombre. Mais c'est une option qui n'est pas une option définitive. On ne doit pas s'en satisfaire. On doit se dire on peut passer par là pour aller plus loin. Quand la personne a l'expérience, qu'est-ce qui reste? Il est plus utilisé dans l'entreprise. À partir de ce moment, il va sortir de la précarité, il va aller dans un contrat à durée indéterminée. Tout à fait. Le problème se pose. Tout à fait. En guise de conclusion, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, quel est votre vœu le plus cher pour l'enseignement supérieur? Parce que je rappelle que vous êtes enseignant. Oui, tout à fait. Le vœu le plus cher pour l'enseignement, c'est de voir les étudiants sortis de l'université avec une formation adéquate et que ces étudiants soient au service de la nation et parce qu'ils travaillent. Et quand vous parlez d'étudiants, quand l'étudiant sort de l'université, il va sur le marché de l'emploi. Absolument.
Je vous redemande, peut-être, quel est votre vœu pour le marché de l'emploi? Quand l'étudiant va sortir, vous l'aviez dit, c'est l'auto-emploi. Ça, c'est mon vœu. Est-ce que vous passez le message dans nos amphis? Ah oui, absolument, parce que moi, j'essaye d'éduquer les étudiants dans ce sens-là, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de, si je sors, je serai forcément, comment dit-on, dans une administration, dans la fonction publique. Non, il faudrait que la mentalité change. Mais c'est surtout attendre que sur le plan économique, que les choses se fassent progressivement. Oui. C'est attendre que sur le plan économique, des choses se mettent en place. C'est permettre au pouvoir en place de créer les conditions du plein emploi. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas résorber le chômage. Vous nous confirmez, vous nous rassurez certainement que l'espoir est permis? Ah, l'espoir est très grand. Et qui vit d'espoir ne meurt pas de faim. L'espoir de la croissance, du développement durable et soutenu? De la croissance, du développement durable, du développement soutenu, de l'espoir dans tous les sens pour le Bénin qui sera différent du Bénin d'hier. Merci à vous, Roch Nyaoui David. C'est sur cette note d'espoir que s'achève cet entretien que j'ai animé avec vous, professeur d'université et doyen de la faculté de droit et des sciences politiques FADESP à l'université d'Abomey-Calavi. J'ai eu le plaisir de conduire cet entretien. Merci, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Retrouvez cet entretien sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.